Solidarité et de la lutte contre l'exclusion s'est achevée donc vendredi. Pendant tout le mois d'octobre, des personnalités du pays, dont le chef de l'État, ont rendu visite aux personnes âgées. Le mois a été marqué aussi par des consultations médicales gratuites, des dons de vivres et des œuvres sociales du président de la transition, entre autres. Suivant le reportage de Kouma Sissé sur la cérémonie de clôture, on se retrouve juste après. Durant tout un mois, les actions de solidarité se sont multipliées à travers le pays. Les personnes âgées, les handicapés, les déplacés, les victimes d'inondations sont entre autres bénéficiaires des vivres et des non-vivres. Pendant cette 30e édition, de nombreuses actions ont marqué l'élan de solidarité des plus hautes autorités de notre pays. Je voudrais noter entre autres la visite au doyen du district de Bamako par le chef de l'État, président de la transition, suivi de celle du Premier ministre, des présidents des institutions de la République du Mali et des gouverneurs de région aux personnes les plus âgées dans les communes du district de Bamako et dans les régions. Les œuvres sociales du président de la transition qui ont concerné toutes les régions du Mali. Des distributions de kits scolaires aux enfants, de parents démunis et des déplacés internes. L'organisation des journées de consultation gratuites pour les personnes de troisième âge à Bamako, Kalabankoro, Bla, Toubakoura, Kadjolo, Sélengue et le district de Bamako. En médecine générale, ophtalmologie, urologie, cardiologie et diabète et en faveur de populations vulnérables avec don de médicaments. Le parrainage des enfants issus de familles à revenus modestes. La réalisation de 6 forages à Bamako et à Kita. Des remises d'enveloppes pour les AGR aux personnes en situation de handicap, à d'autres personnes vulnérables en vue de favoriser leur plein épanouissement. Ce vendredi 31 octobre 2025, qui marque la clôture des activités de ce mois, plusieurs dons ont été offerts pour redonner du sourire aux personnes en situation de vulnérabilité. Parmi ces dons, des mototricycles, fauteuils roulants, céréales, pâtes alimentaires, bidons d'huile, nattes, moustiquaires, pour ne citer que cela. Ces différentes donations ont une valeur totale d'environ 374 900 000 francs CFA. À cela s'ajoute la dotation de 6 ambulances aux structures sanitaires de Niafunke, Bankas, Koro, Sikasso, les communes 1 et 6 du district de Bamako et des équipements médicaux à 26 centres de santé. Le parrain national Seydou Sangaré ainsi que les bénéficiaires ont remercié les initiateurs. Au nom de l'ensemble des bénéficiaires, nous vous remercions. Et tous nos remerciements vont aussi au président de la transition, au chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta. Les activités menées cette année nous ont montré que le social est culturel au Mali. Nous sommes là aujourd'hui très contents et nous partons très contents. Nous osons croire que la 31e édition aura aussi un autre impact plus grand que ce que nous venons de réussir. Cet élan de solidarité a été rendu possible grâce à l'engagement du gouvernement, des partenaires ainsi que des personnes de bonne volonté. Voilà, Monsieur Keita, ça y est, le mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion a pris fin pour cette année. Alors, pendant tout le mois d'octobre, qu'est-ce qui vous a marqué le plus au cours de ce mois d'octobre? Je dirais que la 30e édition a été une édition reçue. Et l'un des faits marquants, c'est vraiment le respect, la reconnaissance aux personnes, aux aînés. Je pense qu'à la suite du président de la République, tous les gouverneurs, presque tous les préfets et dans plusieurs communes, les gens ont rendu hommage et le respect aux personnes les plus âgées. C'est cela notre société. Et à Bamako, il y a eu le président et puis les chefs d'institution. Les chefs d'institution. En plus des chefs d'institution, dans les régions, il y a eu les gouverneurs, les préfets et dans certaines communes, les maires. Donc ça, c'est, si vous voulez, un retour à la source. Ce respect aux aînés. Je pense qu'au début, les gens pensaient que c'était folklorique. Mais pédagogiquement, les gens ont compris aujourd'hui que nous avons besoin de ça. Chaque matin, comme on le fait dans nos familles, il faut aussi, chaque année, que les autorités
respectent cette tradition qui est d'aller voir les personnes les plus âgées. Mais généralement, comment vous faites pour sélectionner ou pour recenser ces personnes âgées? La sélection de ces personnes âgées c'est fait par le Conseil national des personnes âgées qui a des démembrements dans les régions, dans les cercles. Ce n'est pas les structures techniques qui sont devant, c'est cette société civile avec les maires, les chefs de quartier, les imams, voit quelle est la personne la plus âgée de la localité. Et quand cette personne est identifiée, c'est en ce moment que nos services interviennent pour pouvoir venir voir la personne âgée, demander l'état civil, qui n'est pas évident. C'est ça, parce que le Conseil national des personnes vous transmet une liste, n'est-ce pas? Voilà. Et comme vous dites que ce n'est pas évident, parce que il y a beaucoup de ces personnes âgées qui sont nées verts et souvent avec juste des indications sur la période. Sur la période, effectivement, c'est ça. Comme je l'ai dit, l'état civil à l'époque, les gens qui ont plus de 100 ans, c'était pas évident, mais les gens se connaissent dans leur localité. On sait qui est plus âgé que qui dans la localité. Donc c'est vraiment communautaire. L'identification est vraiment communautaire. Et maintenant, quand le Conseil national des personnes âgées vous envoie cette liste, est-ce qu'il vous arrive de vérifier d'abord ou de contacter ces personnes d'abord avant que le président ou le chef d'institution se déplace pour aller leur rendre visite? Bon, pas vérifier, parce que déjà, quand ils choisissent, c'est validé. Nous, ce qu'on fait, c'est voir la personne, l'état de la personne, voir quel est son CV, quel est le parcours de la personne. Voilà, c'est ce que nous faisons. Et maintenant, en dehors du mois de la solidarité, en dehors du mois d'octobre, est-ce que vous suivez un peu ces personnes âgées? Parce qu'on a l'impression que pendant le mois d'octobre, on leur rend visite, on leur donne des cadeaux, et après, c'est tout. Peut-être ce suivi n'est pas médiatisé comme les visites. Sinon, ce suivi est en place. Je pense que toutes les personnes qui sont identifiées au cours du mois de la solidarité sont suivies par nos services. Je pense que les centres de santé des localités dans lesquelles ils se trouvent, généralement font des visites médicales. Les agents de développement social passent souvent dans la famille, s'enquérir de la situation, de l'environnement de la personne. Ce suivi se fait. Il y a même certaines collectivités qui octroient mensuellement ou trimestriellement de l'argent à ces personnes déclarées personnes âgées dans leur localité. Donc ce suivi est là, il y a un fichier qui nous permet de suivre ces personnes. Et pendant le mois, en dehors de la visite aux personnes âgées, il y a aussi des consultations médicales gratuites donc qui sont offertes, si vous voulez, aux personnes du troisième âge. Comment vous organisez ces consultations? C'est en fonction des pathologies généralement courantes chez les personnes âgées, ou est-ce que vous avez des critères pour choisir, pour faire ces consultations-là? Bien, merci. D'abord, ça a commencé par les pathologies qui sont des pathologies pour les personnes courantes, pour les personnes âgées. Mais je pense qu'après, la médecine générale, comme la ministre vient de le dire, on a greffé à ces pathologies la médecine générale, qui donne l'opportunité à des gens qui habituellement n'ont pas accès aux services de santé, qui donnent l'opportunité de se faire visiter par un spécialiste, et même souvent pour avoir des médicaments de façon gratuite. Donc en plus des pathologies propres à la gérontographie, aux personnes âgées, on donne aussi des médicaments pour la médecine générale, et on fait des consultations pour la médecine générale. Et comment vous choisissez les localités? Parce que les consultations gratuites, ce n'est pas partout. Il y a des localités qui sont choisies sur la base de quoi? C'est encore le Conseil national des personnes âgées qui est l'organisation qui est vraiment au devant de cette activité. Généralement, le Conseil national des personnes âgées a des partenaires. Et ces partenaires, avec eux, ils planifient. Toujours à Bamako, mais de façon graduelle, ils essaient d'impliquer les localités de l'intérieur. Donc ce choix, ils le font en fonction de leurs partenaires, mais en fonction aussi de leurs démembrements qui sont dans cette localité, qui les font remonter l'information qui les permet de choisir là où ils doivent aller. Donc ils vont généralement dans différentes années. Ça veut dire concrètement, toutes les localités ne sont pas concernées chaque année. C'est bien ça, toutes les localités ne sont pas concernées chaque année. Mais d'année en année, je pense que ça a commencé par Bamako au début, maintenant ils sortent de Bamako. Ils
sortent de Bamako, ils vont dans les localités les plus reculées. Je pense que depuis quelques années, on peut dire que c'est décentralisé. C'est beaucoup décentralisé. Maintenant, est-ce qu'il est imaginable un jour qu'on dise au Mali, les personnes âgées, à partir d'un certain âge, par exemple à partir de 90 ans ou à partir de 100 ans, qui peuvent avoir des consultations, des prises en charge sanitaires gratuites, complètement gratuites? Est-ce que c'est possible? Bon, disons que nous sommes sur le chemin. D'abord, si vous voyez le dispositif qu'on a de couverture sanitaire qui est l'AMO, la cotisation des personnes retraitées est faible, très très faible. Ça veut dire que déjà, on pense à soulager cette catégorie de personnes. Et nous acheminons vers le RAMI, qui est le régime d'assistance médicale universelle, où tout le monde va être couvert. Que tu sois personne âgée, tout le monde va être couvert. Maintenant, les modalités de prise en charge de cette catégorie, c'est sûr que ça ne va pas être les modalités de prise en charge comme les autres personnes. Tout. Le dispositif arrive et je pense qu'on prendra en compte les personnes, les centenaires dans le dispositif. C'est envisageable. C'est envisageable. Ouais. Monsieur Zaroum, alors le mois de la solidarité, ça existe au Mali depuis 30 ans déjà, peut-être c'est la 30e édition. Comment vous voyez cette activité, le déroulement, notamment les visites aux personnes âgées, les dons de vivres, tout ça? Non, je trouve que c'est une bonne chose. La solidarité, c'est ce qui nous reste encore comme valeur ancestrale qu'il faut obligatoirement sauvegarder. Et je crois qu'il faut continuer dans ce sens et même accentuer. Moi, je dirais même au-delà des dons en vivre et non vivre que le gouvernement fait ou bien que l'État fait, il faut aussi aller à une solidarité numérique. Il y a des structures qui n'ont pas les moyens de la politique de sécurité qu'il faut. On verra, peut-être que l'État doit aussi aller dans ce sens en solidarité avec les structures les plus faibles. Mais quand vous parlez de solidarité numérique, bon, on sait que les personnes âgées, ou très généralement en tout cas, n'ont pas accès au numérique. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Oui, en ce moment-là, on ne parlera plus des personnes âgées, mais on parlera des structures faibles. Voilà, parce que la solidarité, les personnes âgées, c'est parce qu'elles sont aujourd'hui faibles en réalité. Donc il y a des structures qui sont assez faibles financièrement, et tout le monde sait que la sécurité numérique coûte cher. Il y a des personnes démunies, voilà, qui ont besoin de soutien de la part de l'État aussi. Mais monsieur Keita, est-ce que vous avez ça aussi en tête, c'est-à-dire ne pas vous focaliser sur les personnes âgées? Bien sûr. Comme ça a été dit tout de suite, d'abord nous avons un souci d'inclusion. Notre ministère, c'est le ministère de l'inclusion. Nous avons un souci à que toutes les personnes soient incluses dans le numérique. C'est pourquoi au cours de ce mois même, il y a eu des ateliers de formation pour les personnes âgées, pour la digitalisation. Donc notre premier souci, c'est l'inclusion. Aussi le souci de protection aussi est là. Et généralement, nous couvrons des personnes qui sont économiquement faibles, qui ont peu de moyens pour se protéger. Donc s'il y a un dispositif qui peut les prendre en compte pour qu'ils puissent mieux se protéger, je pense que c'est une bonne chose. Et pendant le mois d'octobre, il y a eu aussi des œuvres sociales du président de la transition. C'est vrai, toute l'année, il y a les œuvres du président de la transition, mais est-ce que ça a une autre dimension pendant le mois d'octobre? Extraordinaire, ça a rehaussé nos actions. Les œuvres du président de la République, je pense que celui qui avait dit qu'il allait donner une partie de son budget a fini par donner la totalité, et c'est visible. C'est visible, ça a relevé les actions de solidarité. Les œuvres sociales du président aujourd'hui constituent quand même une part importante de la solidarité dans notre pays. Et ça s'est vu avant le mois et pendant le mois, c'était très visible. Est-ce que vous avez... vous faites des propositions pour les œuvres sociales du président de la transition, pas seulement le mois d'octobre. Est-ce que le reste de l'année, vous intervenez pour faciliter le travail à l'équipe des œuvres sociales? Nous sommes presque les bras armés parce que tout ce qu'ils font, nous sommes là pour l'identification des personnes. C'est nous qui faisons nos structures qui font l'identification des personnes. Et quand ils vont à la mise en œuvre, c'est avec nos structures. Donc nous travaillons très bien avec eux. Et je pense que c'est vraiment des œuvres qui sont aujourd'hui à encourager, à supporter. Et je sais que la MRTP aussi, pendant le mois de la solidarité, fait des actions. Ou c'est pas dans votre cahier des charges?
Non, ce n'est pas notre cahier de charge, mais comme toutes les structures de l'État, on évolue aux côtés du président de la République, général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, pour aussi donner un éclat à ce mois de solidarité. Alors, M. Keita, on a parlé d'innovation cette année, notamment avec le financement des projets de résilience. C'est quoi exactement ce projet de résilience? Comment vous faites pour les financer? Bien, merci M. Koné. Je pense que c'est vrai, c'est une innovation sur la base des orientations qui ont été données par Madame la ministre. Elle voudrait qu'il y ait une passerelle entre l'assistanat et le développement. Ceux qui sont aujourd'hui assistés, qu'ils soient des personnes et des ressources aussi pour d'autres personnes. Donc cela veut dire qu'il faudra faire en sorte que ces gens sortent de l'assistanat pour devenir des acteurs de développement économique. Donc pour ce faire, de plus en plus, nous allons axer nos efforts sur l'identification des personnes qui sont capables aujourd'hui d'être porteurs de projets. Et cela se fera peut-être avec des ressources plus importantes, parce qu'aujourd'hui, les ressources qu'on a, c'est des ressources pour l'assistanat d'occurrence. Des gens qui ont dans une situation tout de suite, il faudrait faire en sorte qu'ils sortent de cette situation. Nous voulons aller au-delà de ça. Les faire sortir de cette situation d'assistanat pour qu'ils deviennent de véritables acteurs économiques. Et pour ce faire, comme je l'ai dit, il nous faut plus de ressources et plus de moyens pour le faire. Et nous pouvons le faire qu'avec d'autres structures aussi, comme le ministère de l'Emploi et d'autres ministères. Mais quand vous parlez de projets de résilience, c'est quel genre de projet? Bon, les projets de résilience, c'est des projets à impact économique. C'est pour les femmes, les jeunes? C'est pour toutes les catégories. Ouais. C'est pour toutes les catégories qui sont dans une situation de précarité. C'est des projets économiques. C'est à rentabilité économique. Parce que de plus en plus, avant ce qu'on faisait, c'était les subventions où les gens ils pouvaient prendre les subventions, faire des petits AGL, se développer, tout. Mais là, ce que nous voulons, c'est des projets productifs. Des vrais projets productifs, avec un compte d'exploitation qui permet de suivre la personne, qui permet de voir son évolution et qui permet de voir qu'au bout du compte, voilà, cette personne était dans cette situation, mais grâce au projet, aujourd'hui, il est dans cette situation meilleure qu'avant. C'est vraiment ce genre de projet que nous nous apprêtons peut-être à financer. Et les sources de financement, vous les avez déjà? C'est d'abord l'État. C'est d'abord l'État, mais il faut reconnaître qu'en plus de l'État, il y a de plus en plus les partenaires. Les partenaires, c'est même ici l'occasion de les saluer. Nous avons des sociétés qui interviennent beaucoup dans ce genre de financement. Je pense qu'il y a même des particuliers anonymes qui n'aiment pas souvent être médiatisés, qui viennent nous voir aussi pour dire, bon, moi je vais faire ça, comment je dois le faire. Donc je pense qu'il y a l'État d'abord et il y a les autres qui viendront. Je voudrais juste vous poser une question par rapport à la solidarité aussi, parce que quand on a vu cette semaine les pupilles de la République ou les pupilles de la nation, donc qui sont allés chez le président, je crois que c'est chaque année aussi ça se fait. Et comment vous voyez la gestion de ces pupilles-là par l'État? Bon, c'était mieux que la responsable. Mais en fait, c'est une chose extraordinaire. C'est une reconnaissance d'abord de l'État au rôle joué par les parents de ces pupilles qui sont donnés à l'État. Aussi, les parents sans substitut, qui n'ont pas d'autres personnes, qui ont perdu peut-être à cause d'une raison ou d'une autre leur filiation, qui sont sans substitut. L'État se substitue à tous ces gens-là pour d'abord dire: vos parents ne sont pas là, mais l'État est là pour tout le monde. Et l'État, c'est nous tous. Donc c'est la solidarité nationale qui supporte ces pupilles-là. Et moi, je pense que c'est une chose extraordinaire. Et surtout, certains ont perdu leurs parents dans la guerre militaire. C'est non seulement une reconnaissance de l'État, mais un devoir pour nous tous de supporter, d'apporter le bonheur à ces enfants qui n'ont rien fait pour être dans cette situation. Monsieur Zarou, c'est également votre avis par rapport aux pupilles? Oui, effectivement, c'est des jeunes, des enfants qui ont tout perdu, parce que quand tu perds ton père ou ta mère ou les deux à la fois, tu as tout perdu. Donc l'État les vient en aide, c'est une très bonne chose et il faut continuer dans ce sens. C'est en cela que les gens peuvent continuer aussi à se donner à l'État et à remplir leurs fonctions. Une dernière question peut-être, M. Keita, la 31e édition
Vous y pensez déjà, vous commencez à travailler sur ça déjà, et vous comptez certainement apporter de nouveaux contenus. Bien. Moi, je pense qu'on réfléchit d'abord déjà à voir pendant 30 ans ce qui a été fait. Il faut évaluer. Je pense que c'est un jubilé d'argent plus 5. Déjà, ça fait 30 ans. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà faire un regard rétrospectif pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Je pense que c'est ce travail que nous allons faire avant la 31e édition. Réellement voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ensuite, faire en sorte que les éditions futures, soient meilleures. Ce qui s'est passé avant. Donc c'est vraiment le chantier d'abord d'évaluer les 30 ans et ensuite voir qu'est-ce qui peut être innové, qu'est-ce qui peut être renforcé et qu'est-ce qu'il faut diminuer. Merci beaucoup, Monsieur Keita. Nous passons à notre deuxième sujet. L'autorité malienne de régulation des télécommunications, TIC et Poste, a organisé cette semaine la 3e édition des Journées nationales de cybersécurité. Ces JNC ont réuni des spécialistes et des décideurs autour des questions liées à la protection des systèmes d'information, des réseaux et des données. Les représentants du Burkina Faso et du Niger ont pris part aux journées. Alouseni Touré sur la cérémonie d'ouverture et on revient sur le plateau. La cybersécurité est l'ensemble des techniques, pratiques et processus mis en place pour protéger les systèmes informatiques, les réseaux et les données contre les accès non autorisés, les attaques malveillantes et les dommages. Cela nécessite des stratégies à construire et des politiques à mettre en œuvre. Les 3e journées de cybersécurité visent donc à contribuer également à la mise en œuvre de ces stratégies en synergie avec les pays frères de l'AES. Au Burkina Faso, le gouvernement a très tôt pris conscience de l'importance stratégique de la cybersécurité. Sous l'impulsion de ses plus hautes autorités, notre pays s'est doté d'une stratégie nationale de cybersécurité qui définit les orientations pour renforcer la résilience des infrastructures critiques, promouvoir la confiance numérique et sensibiliser tous les acteurs, publics comme privés, à la sécurité du cyberespace. Cette édition en 2025, qui ouvre ses réflexions à l'ensemble des pays de la Confédération des États de l'Alliance du Sahel AES, illustre parfaitement la vision partagée d'une coopération régionale renforcée en matière de cybersécurité et de résilience numérique. Débutées depuis hier 27 octobre par des formations au profit des jeunes sur la cybersécurité, elles se poursuivront par des panels, des expositions et des jeux concours en cybersécurité à l'intention des jeunes du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Les Journées nationales de cybersécurité visent en effet à faire tisser des liens entre les jeunes de notre espace afin de mettre en œuvre un tremplin pour notre sécurité collective. L'AMRTP s'inscrit pleinement dans une bonne dynamique en partenariat avec les autorités de régulation du Burkina Faso et du Niger pour construire un écosystème confédéral intégré capable de répondre collectivement aux défis du cyberespace. Les Journées nationales de cybersécurité 2025 en sont effectivement une parfaite illustration. Elles réunissent en effet ici à Bamako des experts de haut niveau, les secrétaires généraux et membres des conseils des régulateurs de l'AES ainsi qu'une jeunesse sahélienne venue du Burkina Faso et du Niger, symbole d'un avenir commun bâti sur la solidarité et l'intelligence collective. Chers jeunes, je m'adresse à vous. Vous incarnez la relève, celle qui transformera nos ambitions en réalisations tangibles. Votre présence témoigne de la volonté partagée de nos 3 nations de faire du Sahel un espace d'innovation, un espace de sécurité et un espace avec une grande confiance numérique. Le gouvernement du Mali partage pleinement les objectifs des JNC avec le souci permanent d'assurer la sécurité des personnes et du territoire par tous les moyens. Les objectifs de ces journées sont clairs et porteurs d'avenir. Renforcer la résilience collective face aux cyberattaques par un cadre normatif. Promouvoir une sécurité numérique respectueuse des droits fondamentaux et des valeurs communautaires. Encourager la coopération régionale et internationale, le partage d'expériences et le transfert de compétences entre États du Sahel. Mettre en lumière les meilleures pratiques en matière de protection des données
de gestion des identités, de réponse aux incidents et de continuité des services essentiels. La résilience numérique ne se résume pas à la protection des systèmes informatiques. Elle englobe aussi la sauvegarde de nos valeurs collectives, solidarité, transparence, dignité humaine, respect des choix souverains et droit à une information fiable. Dans le cyberespace de la Confédération des États du Sahel, nous devons garantir que les technologies renforcent et non affaiblissent ces valeurs. Le ministre de la Communication encourage la mise sur pied d'architectures de cybersécurité fondées sur l'éthique et l'équité d'accès, des cadres de coopération régionale de prévention et de réponse coordonnée. Monsieur Zaroum, tout d'abord, quels sont les principaux enseignements que vous tirez de ces journées nationales de cybersécurité, 3e édition? Merci bien, M. Koné. Les JNC, Journée nationale de cybersécurité, permettent en fait, depuis quelque temps, de mettre la sécurité des systèmes au cœur du débat public. Donc, nous organisons les gens, les décideurs, les partenaires techniques, les sociétés privées comme les sociétés de l'administration, pour échanger autour des questions liées à la sécurité. Que faut-il faire? Qu'est-ce qu'il faut faire et comment le faire pour que nous ayons des systèmes sûrs qui nous permettent de faire ce que nous devons faire. Parce que n'oublions pas que les systèmes d'information sont là pour aider les entreprises, les structures nationales à faire leur job. Ils ne les remplacent pas, mais c'est vraiment pour faire ce qu'ils doivent faire. Donc les journées permettent d'échanger sur ça à travers des panels, des keynotes, des expositions pendant lesquelles les entreprises locales mettent en avant leur savoir-faire afin que tout le monde puisse en jouir et les prendre en compte. Et si vous devriez parler d'un enseignement de ces journées-là, qu'est-ce qui vous a le plus marqué au cours de ces journées? Ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est la formation des jeunes. Depuis 3 ans, nous formons chaque année minimum 100 jeunes et je dois vous dire que l'engouement est fort. Nous sommes obligés de faire des restrictions ou bien de faire des sélections pour pouvoir prendre 120 à 125 jeunes qui seront formés pendant les GNC. Donc ça montre que il faut une ressource humaine compétente pour gérer la sécurité des systèmes d'information chez nous. Et ça, vraiment, ça m'a marqué. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est pendant le panel, quand on a parlé de digitalisation. Vous savez tous que c'est un terme cher à notre président, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, qui a même mis en place un comité d'experts chargé de réfléchir sur ces questions de digitalisation. Aujourd'hui, on ne peut pas aller sans la digitalisation. Il faut que toutes les actions qu'on fait dans la vie courante puissent aussi être exécutées par les systèmes. Ça empêche non seulement que les usagers soient en contact avec ceux qui font le travail, pour diminuer aussi la corruption et aussi ça fluidifie la réaction ou bien le fait que les tâches soient accomplies normalement. Donc les deux termes-là, le rehaussement des compétences humaines et puis les échanges sur la digitalisation sont des moments forts pour moi de ces GNC. Vous avez parlé de formation des jeunes et le président de l'AMRTP dans son discours ici, on a entendu tout à l'heure, c'est adressé aux jeunes. Mais comment vous faites pour sélectionner ces jeunes-là et comment vous les encadrez? Très bien. Les jeunes sont sélectionnés d'abord de 2 manières. Il y a les étudiants, donc on passe dans les universités et on échange avec les responsables des formations dans le domaine de la cybersécurité. Et aussi dans le monde professionnel, il y a des jeunes qui sont dans le domaine, qui ont fini les études, mais qui veulent renforcer leurs compétences. Ils sont en échange avec les différentes structures techniques de l'État, la MRTP, l'AGETIC, l'AGEFO, la SMTD. On voit en longueur de journée des demandes de stage et de perfectionnement. On prend tous ces gens-là, on les met ensemble pendant 1 semaine, on leur donne des formations et on les suit au cours de l'année. Ces jeunes, ceux qui ont été formés cette année, doivent minimum accomplir 3 certifications d'ici la prochaine édition des GNC. Ce qui les permettra, dans ce cas, de remonter dans le niveau, parce qu'il y a 2 niveaux de formation, les débutants et les aguerris. Donc ceux qui ont fait qui ont validé les 3 certifications vont pouvoir accéder à la formation des professionnels l'année prochaine. Et c'est pour éventuellement leur permettre de créer des start-up, non? Oui, il y a ça aussi, mais en même temps, parallèlement à ces formations des jeunes, nous organisons aussi des concours.
Cette année, il y a un jeune de 18 ans qui fait encore le bac, qui a gagné le premier prix de 3 millions de francs CFA, mis à disposition par la MRTP. Et ce jeune étudiant, ou lycéen, il œuvre dans le domaine des drones. Il a mis en place un système qui permet de brouiller les drones ennemis qui viennent attaquer nos camps militaires et autres. Donc voilà, lui, non seulement il gagne les 3 millions, mais on va l'aider tout au long de l'année à développer et à mûrir le projet pour que ça puisse servir valablement au pays d'un moment venu. Et quand on parle de cybersécurité, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que la protection des données d'un pays, par exemple? Il y a plusieurs choses qui sont importantes. Dans tous les cas, on ne peut pas... La sécurité à 100% n'existe pas. Donc nous, ce que nous prévoyons, c'est de se sécuriser le maximum, mais aussi de prévoir au cas où le système est attaqué, qu'on puisse répartir aussi très rapidement. Il ne faut pas que le système soit attaqué et qu'on puisse mettre 2 jours, 3 jours pour pouvoir remettre les services en marche. Donc la stratégie de cybersécurité nationale de cybersécurité qu'on est en train de mettre en place, ou bien qui est déjà sur la table du gouvernement, c'est vraiment prendre toutes les mesures pour que non seulement on puisse défendre nos structures, nos systèmes, mais aussi qu'on puisse répartir au cas où un système est attaqué pour qu'on puisse le remettre en marche rapidement. Quand on parle de protection d'un système, vous parlez de stratégie, mais c'est quoi? Est-ce que vous développez des logiciels ou des applications pour vous permettre de lutter contre ces cyberattaques? Il y a des logiciels qu'il faut développer, mais il y a des logiciels déjà existants. Les antivirus, tout simplement, c'est un premier système de défense. Installer un bon antivirus sur son système, c'est très bien déjà. Ça, c'est par machine isolée. Mais aussi au niveau des structures, il va falloir mettre en place des protections comme ceux qu'on appelle les pare-feux, qui permettent de protéger le système interne d'une structure contre les agressions externes. Et il y a plusieurs choses. Il y a aussi une détection des incidents. Quand vous voyez chaque matin que 1000 personnes ont essayé d'accéder à votre système, il va falloir analyser ces attaques ou bien ces tentatives d'attaque pour voir comment elles sont arrivées là et est-ce que le système a bloqué, est-ce qu'il n'y a pas certains qui sont passés. Voilà. Des solutions existent. Même sur Internet, il y a beaucoup de solutions qui existent qu'il va falloir analyser, mettre ensemble et adapter à nos réalités. C'est pour cela que dans les GNC cette année, on parle de sauvegarde des valeurs communautaires. Il s'agit de prendre ce qui existe et de les adapter à nos valeurs aussi, de solidarité, comme on a le mot de la solidarité aussi. Qu'on s'entraide, d'abord entre les structures nationales qu'on s'entraide, mais aussi entre les pays frères de l'AES, qu'on puisse s'entraider. Donc, si je comprends bien, il y a des méthodes de prévention, mais aussi il y a des méthodes de traitement, en fait, quand l'attaque a déjà lieu. Oui. C'est ça, je dis, la première étape, c'est de se défendre. On essaie de se défendre du mieux qu'on peut. Mais parallèlement à cette défense qui est en cours, on prépare aussi des procédures pour une reprise rapide des activités. Donc ça, c'est vraiment quand l'attaque a déjà lieu. Parce qu'on ne dit pas quand est-ce que si l'attaque aura lieu, mais on dit quand est-ce que l'attaque aura lieu. Il y a des gens dont leur vie même, c'est ça, quoi, c'est essayer d'attaquer les systèmes des autres. Voilà. Et justement parce qu'il y a des génies, comme vous dites, ceux qui attaquent là, donc eux aussi, ils réfléchissent régulièrement pour voir comment attaquer les données, comment attaquer les systèmes d'information. Exactement, c'est pour ça que le système, la sécurité, elle est valable aujourd'hui à l'instant T. On peut dire qu'on est sécurisé, mais à l'instant T plus, déjà, peut-être que cette sécurité n'existe plus, parce que quelqu'un a déjà découvert comment dépasser les mesures mises en place par cette structure. Donc c'est vraiment l'histoire du voleur et du policier, quoi. Voilà. Le voleur essaie toujours de mettre de nouvelles méthodes de vol, mais le policier est là aussi pour essayer d'être là pour qu'il ne puisse pas mettre en œuvre ses actions. Voilà, c'est toujours comme ça. C'est pour ça qu'il faut analyser l'administration système. Il doit chaque jour vérifier les incidents qui veulent entrer chez lui. Les attaques, les tentatives d'attaque qui ont lieu, il doit les analyser chaque jour. Et c'est des milliers d'attaques. C'est pour ça que dans la stratégie, on propose que chaque structure, l'ORTM par exemple, la GETIC, que chaque structure ait un représentant sécurité à son niveau. Pour que chaque structure puisse remonter les informations qu'il recueille à une structure supérieure qui analyse, parce que ce qui arrive aujourd'hui à la banque X,
Aujourd'hui, c'est la banque X, mais si on sait comment c'est arrivé, on pourra dire à toutes les banques, voilà, il y a des choses comme ça qui se passent, faites attention, et l'organisation système prendra des dispositions pour ça. Alors, M. Keita, vous suivez tout ça aussi, la cybersécurité, ça vous intéresse aussi? Oui, tout le monde est concerné. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, nous on est concernés beaucoup, parce que nous produisons des listes de bénéficiaires, nous faisons des enquêtes, nous avons des bases de données. Et nous veillons à ce que nos personnes qu'on couvre soient couvertes avec la dignité, parce qu'ils ont des données à caractère personnel, des données socio-économiques. Donc nous avons, comme je l'ai dit, des bases de données. Donc la sécurité de ces bases de données est très, très importante pour nous. Donc la cybersécurité, c'est aussi notre affaire. Alors, M. Zarou, dans l'intervention du ministre de la Communication, il a parlé à un moment de résilience numérique. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'il faut être, comme je dis, il faut être prêt à répartir. Il faut être prêt à répartir, que ce soit au niveau des structures, que ce soit au niveau de l'État. Parce que la cybersécurité, c'est non seulement au niveau des cellules, des structures, mais aussi l'État peut être victime. Imaginez-vous aujourd'hui que, je ne sais pas, la SOMAGEP, qui a un problème, une cyberattaque, et que l'ordinateur qui fait la distribution de l'eau est piraté. On va couper l'accès à l'eau à tout le monde. Donc l'État doit prendre des dispositions pour que les infrastructures critiques, il y a des infrastructures qui sont essentielles pour un État. L'ORTM en fait partie. Je crois que vous avez dû recevoir même un cabinet d'études que la MRTP a commandité pour faire l'étude des infrastructures critiques. Il s'agit de recenser toutes les infrastructures qui sont essentielles pour que l'État fonctionne et mettre non seulement des dispositions de sécurité informatique, mais aussi même sécurité générale. Voilà. Donc la résilience consiste en fait à mettre vraiment cette sécurité en place pour que, quelle que soit la situation qui arrive, qu'on puisse répartir sur de bonnes bases et surtout très rapidement. C'est ça la résilience au niveau de l'État. Et on essaie de tendre ça au niveau de l'AES, comme nos 3 pays sont mis ensemble pour lutter contre le terrorisme. Ça, c'est avec les militaires. La même chose, il faut des militaires numériques aussi, qu'on puisse les mettre ensemble et qu'on voit ensemble comment lutter contre les fausses informations, la détérioration des valeurs de nos États. Vous parlez de valeurs et le ministre aussi a parlé de sauvegarde des valeurs de dignité, de valeurs de souveraineté. C'est important de parler de ça aussi en matière de cybersécurité. C'est très important. Qu'est-ce que la cybersécurité a pu jouer comme rôle ici? C'est très important parce que nos ennemis s'attaquent à nous de toutes les manières. S'ils peuvent nous détruire nos valeurs, ils le feront à volonté. Donc il s'agit pour nous de suivre les réseaux et de rétablir la vérité. Parce que nos ennemis vont vouloir dire que si tu les écoutes aujourd'hui, en fait, au Mali, on ne doit même pas vivre. Les djihadistes sont à combien? À 0 mètres de Bamako. Voilà. Donc, il faut suivre. Il faut qu'il y ait de la veille technologique, de la veille de ces systèmes d'information pour porter la bonne information. L'information que nous voulons que les populations aient et surtout que l'extérieur aussi puisse avoir la bonne information. Parce qu'eux, ils ont des sources d'informations aussi juste de ceux qu'ils connaissent, de leur milieu. Et ils ne font pas de cadeaux. Ils vont mettre le paquet pour nuire à notre situation. Voilà. Mais est-ce que l'utilisation de l'intelligence artificielle aujourd'hui peut être aussi une menace dans le cadre de la cybersécurité? On sait que récemment, il y a une collègue de l'ORTM dont la voix a été manipulée en disant comme si c'est elle qui propose qu'il y a un produit, voilà, dans le domaine de la santé. Enfin, c'est très fréquent, l'intelligence artificielle. Ça peut être une menace pour la cybersécurité? L'intelligence artificielle, d'abord, c'est un outil formidable. Mais à utiliser par d'autres personnes, c'est un couteau à double tranchant. Donc nous l'utilisons dans la cybersécurité pour améliorer les systèmes. Parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'informations à traiter. Il y a des milliers d'incidents qui se passent chaque jour sur les systèmes. Si l'humain doit s'asseoir pour analyser ligne par ligne, ça va être très 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 difficile. Où il faut mettre beaucoup de personnes. L'intelligence artificielle aide à l'analyse de ces incidents. Donc ça, c'est le bon côté. Maintenant, le mauvais côté, c'est ce que vous dites. On peut faire dire tout à quelqu'un aujourd'hui sur l'Internet. On prend votre voix
et puis on fait lire une machine, on prend tous les atténuations de votre voix, et quand on fait parler la machine, si ce n'est pas des oreilles aiguisées ou des gens que vous connaissez, ne peut pas faire la différence entre votre voix réelle et la voix de la machine qui vous fait dire ce que vous n'avez pas dit. Donc voilà, on peut tout faire avec. C'est comme toute évolution ou toute technologie. Il y a des bons côtés, il y a les mauvais côtés. Nous essayons dans le domaine de la cybersécurité d'utiliser le bon côté, et franchement juste le bon côté. Voilà. Et on conseille aux autres utilisateurs. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de sensibilisation pendant les JNC, et si vous me permettez, même au niveau des écoles, parce qu'après la semaine qu'on vient de vivre, on prépare maintenant une semaine où on passe dans les différents lycées de Bamako et alentours pour aussi sensibiliser, voilà, conseiller les jeunes, parce que les jeunes sont les maillons faibles, c'est les plus, ceux qui utilisent les plus le numérique, mais aussi c'est eux qui sont capables d'être rapidement transformés en proie. Juste un exemple aussi, quand la page Facebook de l'ORTM, un moment, a été, si vous voulez, piratée, parce que quelqu'un a pris le contrôle en publiant des photos indécentes. Ça, est-ce qu'on peut éviter ça? On ne peut pas éviter, mais ce qu'on peut faire, c'est de se préparer au cas où ça arrive, qu'on ait rapidement une copie réelle de la page Facebook de l'ORTM et de la remplacer rapidement. Pour cela, la stratégie dont on parle a déjà prévu le MLCERT, qui est aujourd'hui opérationnel, c'est au niveau de la plateforme de Cluba. Le MLCERT est chargé en fait d'analyser les incidents qui peuvent arriver et de proposer des solutions. Par exemple, je crois, au cours de l'année 2025, il y a d'autres structures de l'administration qui ont été piratées, qui ont été défacées, comme ça qu'on dit ça dans notre jargon. Et il faut avoir une copie de ces sites-là, des copies saines de ces sites, quelque part. Et dès qu'il y a ce problème, il faut rapidement trouver le moyen d'effacer le mauvais site et de remplacer. Et c'est possible. C'est possible. C'est ça, en fait, les procédures à mettre en place par chaque organisation. Il doit avoir des endroits. Le monsieur a parlé des bases de données du développement social. Si une base de données du développement social est corrompue aujourd'hui, je ne suis pas sûr, mais il n'y a pas un site de réplication. Donc, la stratégie parle de ça. Pour chaque information stratégique qu'on a, il faut avoir une copie saine quelque part ailleurs qui peut être récupérée rapidement pour pouvoir remplacer la base de données corrompue. Ça veut dire même quand on a un compte certifié, c'est possible? C'est possible, oui, tout est possible. Dans ce monde-là, la main dont vous certifiez le compte, il y a des gens qui sont certifiés pour hacker les comptes certifiés. Donc, il ne faut jamais se dire que je suis à l'abri, je ne vais pas. La seule façon d'être à l'abri, c'est d'aller sur une île isolée, se départir de son téléphone, de toute votre... Voilà. Là, ce qui n'est plus possible. Ce qui n'est plus possible. Voilà. Donc, tout le monde est vraiment exposé. Et parfois, tu penses que tu es bien caché, alors que tout est... Et l'avantage que les hackers ou bien les cyberattaqueurs ont sur nous, c'est qu'ils sont patients. Ils peuvent être dans votre système, ils peuvent passer 1 année, 2 ans, ils sont là dans votre système, ils regardent seulement ce que vous faites. Vous-même, vous ne vous rendez pas compte qu'ils sont là. Mais le jour où ils décident de vous bloquer, vous venez le matin, vous ne pouvez pas vous connecter, les banques ne peuvent plus faire des transactions. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Et souvent, on vous envoie un message dans votre boîte mail, on dit « Ah, il faut changer votre mot de passe, sinon le compte sera fermé. » Voilà, il y a beaucoup de tactiques de phishing. On vous envoie des messages comme ça, il faut changer votre mot de passe. On vous envoie des messages, vous avez gagné un jeu, 1 million, 2 millions, 3 milliards. Voilà, ce qui peut affoler certaines personnes. Mais tu n'as même pas joué à un jeu, comment tu peux gagner? Donc il faut aussi que, et c'est ça le rôle de la sensibilisation que nous faisons. Si vous n'avez pas joué, vous ne pouvez pas gagner. Si vous n'avez pas commandé quelque chose, vous ne pouvez pas avoir un bon de livraison. Vraiment. Voilà. Si vous n'êtes pas en contact avec quelqu'un, le ministre de la Biélorussie ou bien de la Russie ne peut pas vous envoyer une invitation pour aller faire des études. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc il faut être vigilant dans tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Et vous avez invité à vos journées nationales de cybersécurité vos confrères ou en tout cas les spécialistes du Burkina Faso et du Niger dans le cadre de l'AES. Qu'est-ce que vous comptez tirer de la collaboration avec ces deux pays? Déjà, partager les expériences, parce que chaque pays a des expériences vécues.
Elles sont bonnes, elles peuvent être bonnes comme elles peuvent être mauvaises. Parce que même dans une expérience mauvaise, on tire des leçons. Donc il faut qu'on se parle déjà entre nous, qu'on voit nos cadres de normalisation de la cybersécurité et qu'on mette à niveau les lacunes qui sont constatées dans chacun des pays. Voilà le rôle. Et puis aussi permettre aux jeunes de se connaître, d'échanger entre eux. Par exemple, à un concours, c'est un Nigérien qui a gagné le concours de 2 millions de francs CFA. Le Burkinabé est deuxième, le Malien est troisième. Donc ça permet de challenger aussi les jeunes entre eux. Voilà. L'année prochaine, peut-être, les Maliens vont se dire il y a un GNC, les Nigériens qui vont venir, il va falloir que je double d'efforts pour pouvoir aussi rivaliser avec mes collègues. Donc vraiment, c'est challenger les jeunes entre eux et partager les bonnes expériences entre nous pour pouvoir mieux nous défendre. Et aussi mettre en place des cadres communs. J'ai parlé du MLCERT au niveau du Mali, il y a un CERT au niveau du Burkina, il y a un CERT au niveau du Niger. Il va falloir que les informations recueillies par ces CERT-là soient partagées par un autre CERT pour que un incident qui arrive au Burkina, qu'on puisse se préparer nous déjà. Ça puisse être une leçon pour... Voilà, ça soit une leçon pour nous et le contrer avant que ça s'installe chez nous. Parce que les cyberattaques, ils sont partout dans le monde et ils ne dorment pas. Nous, la nuit, quand nous dormons ici, il y a un cyberattaquant en Asie qui est déjà 16 heures et il travaille pour accéder. Et il faut aussi éviter à ce que le pays soit un endroit où les autres cyberattaqueurs prennent naissance. Parce qu'un cyberattaqueur qui est en Lituanie ou bien en Norvège, il peut faire son attaque de telle manière que c'est comme si ça vient du Mali. Et si on ne fait pas attention, à un moment donné, toutes les nations vont dire qu'il y a beaucoup de cyberattaques qui viennent du Mali, donc on va bloquer tous ceux qui viennent du Mali. Voilà. Donc ça aussi, c'est un danger qu'il faut éviter. Alors, monsieur Keita, juste comme on parle de collaboration avec l'AIS, est-ce que dans le cadre de la solidarité vous avez aussi des partenariats de ce genre envisageables avec le Burkina et le Niger? Bien sûr. Nous venons même, en août passé, nous venons même de faire un forum de l'AIS sur l'humanitaire. Et cela se fera aussi dans la solidarité. Nous avons des défis communs. Nous avons des défis communs et nous avons le même espace socio-économique culturel. C'est les mêmes populations qui sont de part de frontières, donc c'est les mêmes élans de solidarité dont ces populations ont besoin. Je pense qu'il est fort envisageable aussi, comme on l'a fait dans le domaine de l'action humanitaire, aussi de faire un forum AIS dans le domaine de la solidarité. Monsieur Zarou, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de mettre en place, par exemple, une politique commune de cybersécurité dans l'espace AIS? Oui, c'est possible et c'est même souhaitable. C'est souhaitable. Surtout dans le domaine du cyberespace qui ne connaît pas de frontières. En fait, là-bas, au niveau du cyberespace, il n'y a pas la frontière Mali-Burkina, Mali-Niger, ça n'existe pas. Voilà. Donc, il est important que les lois ou bien les textes en place prennent en charge cet état de fait. Et on va aller plus loin parce qu'aujourd'hui, chaque pays a une stratégie. Il faut avoir aussi une stratégie AES pour pouvoir lutter contre la cybersécurité. Et aussi des formations communes, des échanges d'étudiants entre les différentes institutions de formation. Vous pensez que ça peut fonctionner? Est-ce que vous avez les compétences nécessaires ou alors est-ce que peut-être il faut faire venir des experts d'autres pays? Malheureusement, la cybersécurité est un domaine où il faut avoir les compétences locales, nationales, ou au niveau fédéral, comme ça, de l'AS. Pour être mieux protégé. Si vous amenez quelqu'un de l'extérieur, ça ne marchera pas. C'est même pour cela que même la stratégie qu'on a eu à faire, dont le budget s'élève à peu près à 20 milliards sur 5 ans, c'est pour le Mali. 20 milliards sur 5 ans, ce n'est pas beaucoup. On n'a jamais prévu l'appui des partenaires techniques et financiers. C'est pas ça. Il faut que le Mali s'organise à avoir ses sous pour bâtir sa propre sécurité. Avoir une souveraineté. Voilà. Vraiment, c'est un domaine où on ne peut pas sous-traiter la sécurité. Parce que chaque sous-traitance est source d'une faille qui sera exploitée tôt ou tard par le partenaire en question. Mais c'est généralement les moyens financiers qui manquent. Oui, les moyens financiers manquent, mais si on s'organise mieux, on n'est pas plus pauvre que certains pays qui ont eu à le faire. Donc c'est une question d'organisation et de volonté politique qui existe déjà au niveau national, parce que la stratégie a été faite et puis elle est en cours de validation.
Merci beaucoup, Monsieur Zarou, pour nous avoir éclairé sur les journées nationales de cybersécurité. Je rappelle que vous êtes conseiller du président de l'AMRTP, l'autorité malienne de régulation des télécommunications, TIC et des postes. TIC. Merci. TIC, voilà. Non, TIC. J'avais dit TIC au début, mais TIC est venu. Merci beaucoup, M. Zarou. Merci également à vous, M. Keita, directeur national adjoint du développement social, pour nous avoir parlé du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Tout de suite, le journal de 13h avec Bemba Sibi. Excellent après-midi à toutes et à tous. Au revoir.